La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte. Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission La vie de nos voisins, présentée par l'association Ulalche. Au micro, Sylvie. Se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar. Aujourd'hui, nous aurons des informations de Cuba, de la Colombie, du Venezuela, de l'Équateur, de la Bolivie, du Chili et de l'Argentine. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cuba. Rencontre de la secrétaire exécutive de la CEPAL avec le président Raúl Castro. Le président du Conseil d'État et du Conseil des ministres a reçu dans l'après-midi du mardi 28 octobre Madame Alicia Bárcenas Ibarra, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, en visite de travail dans notre pays. L'entretien a porté notamment sur les relations de coopération entre Cuba et la CEPAL que les deux parties se sont engagées à approfondir. Madame Bárcenas Ibarra a indiqué que c'était pour elle un honneur de pouvoir accompagner Cuba dans le processus de mise à jour de son modèle économique et elle a réaffirmé l'intérêt de l'organisme qu'elle préside à apporter toute l'aide possible. Le président et la secrétaire exécutive de la CEPAL ont aussi échangé des vues sur plusieurs questions de l'actualité internationale et régionale, dont l'intégration latino-américaine et caraïbe. Raúl était accompagné par le vice-président des conseils des ministres, Marinho Murillo Jorge, et le ministre du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, Rodrigo Malmierca Díaz.
Colombie. 150 policiers soumis au détecteur de mensonges. Environ 150 membres de la police d'un port colombien ont été soumis à un détecteur de mensonges pour établir leur éventuel lien avec des trafiquants de drogue après l'arrestation la semaine dernière de 3 responsables policiers, ont annoncé mercredi les autorités. Nous avons soumis au détecteur de mensonges tous les policiers qui travaillent dans le port de Carthagène. Ils sont près de 150, a déclaré le général Ricardo Restrepo, responsable de la police chargé de la lutte contre le trafic de drogue, dans une interview au journal El Tiempo. Le ministre public colombien avait annoncé vendredi l'arrestation d'un sous-commandant du département de Cauca et de 2 sous-officiers de la police antidrogue soupçonnés de collaborer avec des trafiquants qui envisageaient d'envoyer 7 tonnes de cocaïne aux Pays-Bas cachées dans une cargaison d'ananas. Selon le général Restrepo, les éléments recueillis contre le sous-commandant Nestor Maestre contiennent des interceptions d'appels téléphoniques qui le lient avec des membres de l'organisation criminelle. Il était une espèce d'agent corrupteur pour que la drogue puisse sortir du pays, a ajouté le général. D'autres arrestations sont attendues d'après lui. La cargaison aurait transité de Bogota à Carthagène avec la coopération des autres sous-officiers arrêtés. C'est une très grande organisation que nous n'écartons pas qu'il y ait d'autres policiers impliqués, a-t-il ajouté. Parmi les propriétaires de cette cargaison se trouve le clan Uzuga, également connu sous le nom de Los Urrabeños, et Autodefenses Gaitanistas, principale organisation narcotrafiquante de Colombie. Venezuela. 200 bourses d'études à la jeunesse haïtienne. Mardi, le Premier ministre Laurent Lamotte a coprésidé avec le chancelier vénézuélien Rafael Ramirez une importante réunion de travail au cours de laquelle ils ont passé en revue les différents projets exécutés en Haïti grâce au fonds du programme Petro-Caribe, tels qu'entre autres les infrastructures routières, la rénovation urbaine, le plan national d'assistance sociale et des PEP, les logements sociaux. Le chancelier vénézuélien s'est pour sa part réjoui des progrès sans précédent constatés en Haïti. Le gouvernement Martelly Lamotte a impulsé au pays un nouvel élan. Nous constatons que beaucoup de progrès ont été réalisés en vue de la reconstruction du pays. Aussi, voulons-nous assurer le gouvernement et le peuple haïtien de l'engagement du Venezuela de continuer à les accompagner dans la construction de leur avenir. Ce mercredi, le Premier ministre Lamotte a entamé sa 2e journée de travail avec la délégation vénézuélienne. Lors d'un point de presse donné ce matin, le Premier ministre a annoncé la tenue d'un atelier à l'hôtel Kinam avec les officiers vénézuéliens en vue de poursuivre les discussions permettant de renforcer la coopération haïtiano-vénézuélienne, laquelle a déjà facilité l'exécution de 275 projets dans plusieurs secteurs prioritaires pour le gouvernement haïtien. Je salue encore une fois la coopération vénézuélienne car c'est l'une des plus importantes coopérations. Le Venezuela est l'un des rares bailleurs de fonds à Haïti dont les fonds vont directement à l'État haïtien et qui nous permettent de réaliser des projets au profit de la population. Donc, il est important que cette coopération basée sur le respect mutuel et la solidarité se renforce et s'améliore de plus en plus, a déclaré le chef du gouvernement qui a annoncé l'octroi par le Venezuela de 200 bourses d'études à Haïti. À la fin de l'atelier, le Premier ministre et le chancelier Rafael Ramirez visiteront entre autres la place Boyer, le site Bowenfield à Dalmas, où sera construit le nouveau centre résidentiel commercial socio-culturel, ainsi que le quartier de Jalousie à Pétionville, où s'effectuent les travaux de rénovation urbaine. Une délégation haïtienne se rendra bientôt au Venezuela afin de partager ses expériences avec les autorités vénézuéliennes dans le cadre du programme de restaurants communautaires. Venezuela toujours. Le Venezuela accueille un premier groupe de 119 étudiants palestiniens. 119 étudiants palestiniens viennent d'arriver au Venezuela en tant que boursiers du programme Yasser Arafat 2014 pour y suivre des études de médecine intégrale communautaire à l'école latino-américaine de médecine Salvador Allende. Pour l'heure, près de 50 000 jeunes vénézuéliens et latino-américains se forment en médecine intégrale communautaire à l'ELAM, parmi lesquels 17 000 sont déjà diplômés, 20 000 sont en cours de formation et 18 000 en phase préparatoire. Le président Maduro, qui a accueilli les étudiants durant la remise de 114 logements publics à des secteurs populaires de Petare, État de Miranda, a confirmé que les programmes de bourse d'études pour les jeunes Palestiniens vont être multipliés dans tous les domaines de la connaissance et que les divers ministères ou institutions concernées travaillent en ce sens.
L'objectif du gouvernement bolivarien est d'offrir des bourses d'études à un millier de jeunes Palestiniens. Ici se trouve le futur de la Palestine. La Palestine ne s'est pas laissée anéantir, elle a refusé de mourir, elle a résisté, elle vivra et elle vaincra, nous en sommes certains. Aujourd'hui, la Palestine s'est inscrite dans le cœur du Venezuela. Nous avons beaucoup d'admiration pour le peuple palestinien et ceci est un modeste pas pour dire qu'il est possible de concrétiser la solidarité. Le président bolivarien a reçu l'Olivier de Nacre réalisé par des artisans palestiniens Bethléem. Nous apportons la bénédiction de la Terre sainte de Bethléem au Venezuela de la part de notre président Mahmoud Abbas, a déclaré l'ambassadrice de Palestine au Venezuela, Linda Sobé Ali, qui a également remis à Nicolás Maduro le drapeau de l'État palestinien. Nous vous remettons le drapeau de notre pays parce que nous savons que vous en prendrez soin de la même manière que le fera le peuple vénézuélien. Équateur. Le Front de défense de l'Amazonie porte plainte contre Chevron à La Haye. La plainte pour crime contre l'humanité perpétrée contre les populations amazoniennes que le Front de défense de l'Amazonie a déposée contre John Watson, gérant de Chevron, a été reçue par la Cour pénale internationale. C'est ce qu'affirment plusieurs publications au niveau international. Jeudi dernier, Pablo Fajardo, avocat de l'association, a informé que la plainte en référence avait été présentée auprès de ce tribunal et qu'elle cherche à obtenir la condamnation pénale du dirigeant de la compagnie pétrolière. La communication a été remise au procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Sont expliqués dans cette communication les faits qui se sont produits dans la forêt amazonienne et la manière dont les actions et décisions prises par Watson et Chevron, outre celles d'autres dirigeants de la compagnie, constituent une attaque généralisée et systématique contre la population civile de cette zone, ce qui est puni par le statut de Rome. Pour sa part, Javier Piquare, membre de la COFAN, a réitéré que la pollution laissée derrière elle en Amazonie par la compagnie pétrolière Chevron est toujours présente dans la zone et il nie que cette multinationale ait procédé à une restauration de l'environnement. Un porte-parole du procureur a indiqué que la plainte a été reçue et qu'elle a été inscrite au registre des communications et que conformément aux dispositions du statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale, il lui sera accordé la considération requise. Bolivie. Visite du président Morales à la FAO. Au cours d'une visite à la FAO, le président Evo Morales Eyma, président en exercice du groupe des 77 et chef d'État plurinational de Bolivie, préconise une lecture large des devoirs de l'État afin de garantir à tous les citoyens nourriture, terre et accès à l'eau. La sécurité alimentaire et la nutrition sont indispensables, dit-il. Nous soutenons l'idée selon laquelle chaque personne doit avoir accès à une alimentation saine et ne pas souffrir de la faim. Le président bolivien décrit ensuite les récentes mesures prises dans son pays pour assurer le contrôle par l'État des fournitures de denrées de première nécessité et certains services publics comme l'eau. Il évoque aussi tour à tour l'opposition de la Bolivie aux cultures génétiquement modifiées, l'utilisation des crédits subventionnés et des dons au profit des petits agriculteurs et le programme d'achat des excédents agricoles lorsque les récoltes sont abondantes. Nous travaillons pour la souveraineté alimentaire, souligne M. Evo Morales. Le président bolivien a tenu ses propos au cours du 3e dialogue sur la nutrition organisé par la FAO pour recueillir les points de vue et les avis des pays du G77 en prévision de la 2e conférence internationale sur la nutrition qui se tiendra du 19 au 21 novembre prochain à Rome. Des séances analogues de dialogue avaient rassemblé des responsables des États-Unis d'Amérique puis ceux des BRICS. La nutrition est un enjeu public, affirme de son côté M. José Graziano da Silva, directeur général de la FAO. Cela signifie tout simplement que les gouvernements sont responsables de la conduite des efforts devant garantir à tous les citoyens une nutrition adéquate. Et M. Graziano da Silva de mentionner les trajectoires opposées, à savoir qu'il y a moins de personnes qui souffrent de la faim alors que le nombre d'obèses ne cesse d'augmenter dans le monde. La 2e conférence internationale sur la nutrition doit déboucher sur des accords volontaires. Mais il est très important que le pays élabore des plans de nutrition dotés de ressources, d'objectifs et d'indicateurs, souligne le directeur général de la FAO. D'autres intervenants à ce 3e dialogue sur la nutrition notent le rôle des petits agriculteurs qui, malgré leurs moyens matériels limités, font progresser la nutrition et la sécurité alimentaire. Aussi souligne-t-il l'importance des politiques et du programme susceptibles d'optimiser les contributions de ces petits paysans.
Au Soudan, les petits agriculteurs et les éleveurs jouent un rôle important dans la conservation de la biodiversité, alors que les familles d'agriculteurs qui sont trop pauvres pour acheter des engrais doivent compter forcément sur leurs connaissances et leurs traditions culturelles, ce qui en fait est de nature à renforcer la résilience, affirme l'ambassadrice du Soudan Amira Daoud Hassan Gornas, s'exprimant au nom des membres du G77 de la région Proche-Orient. Madame Carla Elisa Mukavi, représentante permanente du Mozambique auprès de la FAO, note que les petits lopins familiaux, souvent exploités par des femmes, fournissent le gros des denrées disponibles dans son pays. Les gouvernements africains s'étant engagés à allouer 10% de leur budget respectif au développement agricole. Ils devraient orienter ces ressources afin que les petites exploitations agricoles puissent accéder plus facilement au marché au crédit, souligne-t-elle. Les changements qui tablent sur les petites exploitations agricoles ont tendance à être plus efficaces que les changements importés en gros d'ailleurs, affirme Mme Mukavi. Désormais, les images d'enfants affamés sur les écrans de télévision devraient appartenir au passé, s'exclame Mme Rawan Roy, ambassadrice du Pakistan, s'exprimant au nom des membres de la région Asie-Pacifique au sein du G77. Les niveaux de malnutrition sont constamment élevés en Asie du Sud, d'où l'urgence de la deuxième conférence internationale sur la nutrition, note Mme Rawan Roy, qui fait observer d'autre part que la région Asie-Pacifique est particulièrement sensible au changement climatique qui affectera inévitablement, selon elle, la production agricole et la sécurité alimentaire, tout en entravant les objectifs de développement durable dans beaucoup de pays. Ce troisième dialogue sur la nutrition a permis d'échanger des vues sur un grand nombre de questions, notamment le rôle des petites exploitations agricoles, l'importance de la biodiversité génétique durable et même de la perspective de programmes de sécurité des revenus. Toutes ces questions seront au centre des discussions lors de la tenue de la deuxième conférence internationale sur la nutrition, indique M. Dominique Awono Essama, ambassadeur du Cameroun et président du chapitre de Rome du groupe des 77. Chili. Mort d'Arturo Riron Vargas, médecin personnel de Salvador Allende. Il a survécu à l'attaque aérienne des félons de l'armée qui entouraient l'enceinte, mais il fut arrêté par les militaires et transporté comme prisonnier à l'école militaire avec quelques dirigeants et cadres du gouvernement de l'unité populaire. Par la suite, le médecin a été envoyé à l'île d'Ossón, en Patagonie chilienne, habilité comme camp de concentration de prisonniers politiques, où il resta jusqu'en mai 1974, lorsqu'il subit une perforation d'ulcère duodénal, ce qui donna lieu à son transfert à Santiago, à l'Académie de guerre de la force aérienne chilienne, branche aérienne des forces armées chiliennes. Plus tard, il subit une assignation à résidence, puis il fut expulsé du pays et exilé au Venezuela. De retour au Chili en décembre 2008, il fut récompensé à Santiago par la décoration d'honneur de l'ordre médical chilienne par le Collège de médecins du Chili. Conformément aux informations livrées par ses proches, une veillée funèbre privée aura lieu. Chili encore. Manifestation d'opposition au projet de loi de réforme de l'éducation. La réforme de l'éducation a connu plusieurs revers au Parlement. Il semble que finalement, on ne veut pas tant éradiquer le marché de l'éducation qu'en réguler certains aspects, explique Melissa Sepúlveda, présidente de la puissante fédération des étudiants de l'Université du Chili, qui appelle à un changement radical du modèle hérité de la dictature Pinochet. On est en train d'en finir avec l'éducation de nos enfants, et cela affecte directement la classe moyenne et les couches les plus vulnérables du pays, estime pour sa part Erika Munoz, présidente d'une fédération de parents d'élèves qui critique les changements. L'Église catholique, l'opposition de droite, les associations de parents et les démocrates chrétiens, qui font partie de la coalition au pouvoir, ont critiqué l'interdiction faite aux collèges de louer leurs locaux, une mesure qui permet à certaines écoles appartenant à des congrégations religieuses de se financer et de continuer à travailler. Mais grâce à ces locations, de nombreux directeurs de collèges font aussi des profits conséquents. Selon les mesures approuvées par la Chambre des députés, les écoles subventionnées doivent être propriétaires de leurs locaux, ce qui les force soit à les acheter pour continuer à fonctionner, soit à fermer leurs portes. Avec des centaines de manifestations, les étudiants chiliens ont mis ces dernières années l'éducation au cœur du débat, exigeant qu'elle soit publique, gratuite et de qualité, dans un pays régi par un des systèmes les plus inégalitaires de la planète, où la gratuité de l'université n'existe pas et où de moins en moins d'élèves fréquentent les écoles publiques et gratuites. La promesse de réforme
Mais le système en profondeur a valu entre autres à Michel Bachelet d'être réélu avec 62% des voix. Mais après 8 mois au pouvoir, la présidente socialiste affronte une forte opposition de droite et des tensions au sein même de la coalition au pouvoir où cohabitent socialistes, démocrates chrétiens et communistes avec des visions différentes sur la profondeur de la réforme. La démocratie chrétienne est pour sa part d'autant plus prudente que plusieurs de ses dirigeants sont propriétaires d'écoles subventionnées. La réforme traverse une période difficile, la tension est grande car il y a de profonds désaccords sur des questions de fond, indique le politologue Max Kolodro de l'université Adolfo Ibáñez. La démocratie chrétienne a convoqué un conseil national extraordinaire pour discuter de l'avenir de la réforme qui doit maintenant être examiné prochainement par le Sénat où un débat tendu est anticipé. Le plus probable est qu'in fine, le Sénat rejettera certains aspects de la réforme. Nous sommes peut-être au seuil d'une crise politique complexe, prédit Max Kolodro. Jeudi, le président du parti, Patrick Walker, a affirmé que la démocratie chrétienne restait fidèle au gouvernement de Bachelet et a demandé que soient respectés les différends légitimes au sein de la coalition. Dans ce contexte, des parents d'élèves d'établissements subventionnés qui craignent que ces écoles d'environ 5000 ne ferment leurs portes ou deviennent des écoles privées ont organisé une manifestation massive contre la réforme le week-end dernier. La réforme du gouvernement nous met au pied du mur, affirmait samedi Esteban Mora, père de 2 enfants qui fréquentent une école subventionnée. Pour Michel Bachelet, ces appréhensions sont dues à une campagne de terreur menée contre sa réforme. Nous ne voulons pas fermer les écoles privées, nous ne voulons pas qu'il y ait seulement des écoles publiques, a-t-elle affirmé lors d'une récente visite en Espagne. Après la réforme dans l'enseignement primaire et secondaire, la prochaine étape sera d'instaurer la gratuité de l'université promise par Michel Bachelet dans un délai de 6 ans. Argentine. Une juge argentine à la poursuite d'anciens ministres franquistes. Une juge argentine a lancé un mandat d'arrêt international contre une vingtaine d'Espagnols, dont 2 anciens ministres franquistes, une décision saluée à Madrid et à Buenos Aires comme historique du côté des victimes. Dans une décision dévoilée vendredi soir en Argentine, la magistrate Maria Servini de Cubría a demandé à Interpol d'émettre une notice rouge demandant l'arrestation à des fins d'extradition transmise ensuite à 190 pays membres de l'organisation. Pour la juge, c'est une nouvelle étape dans son enquête ouverte en 2010 pour génocide et crimes contre l'humanité pendant la guerre civile espagnole, puis la dictature du général Francisco Franco, une enquête qui se fonde sur le principe de justice universelle. Parmi les personnes dont elle demande l'extradition, nombre d'anciens ministres du régime ou de la transition, dont Rodolfo Martín Villa, ancien ministre de l'Intérieur et figure de la transition, ou encore José Utrera Molina, ancien ministre du Logement. Le premier, âgé de 79 ans, est accusé par les victimes d'avoir ordonné à la police de charger contre des ouvriers grévistes rassemblés dans une église le 3 mars 1976, des affrontements ayant fait 5 morts. Il n'y a eu aucune condamnation selon maître Carlos Ceploy, un des avocats qui les conseille. Le deuxième, âgé de 86 ans, qui est aussi le beau-père de l'ancien ministre de la Justice Alberto Ruiz Gallardón, avait signé en tant que ministre et d'autres personnes poursuivies la condamnation à mort en 1974 de Salvatore Puig Antich, accusé d'avoir tué un policier. Selon sa sœur, celui-ci a été arrêté par la police et torturé à mort en 1974. 2 associations de victimes s'étaient tournées vers l'Argentine en raison des obstacles existants en Espagne, en particulier la loi d'amnistie votée en 1977 dans le but de réconcilier la société espagnole. En décembre dernier, un groupe de plaignants avait fait le déplacement jusqu'au pays sud-américain pour témoigner devant la magistrate qui a obtenu fin 2013 que tous les consultants argentins dans le monde s'ouvrent pour recevoir les plaintes des victimes du franquisme. La juge s'était elle-même rendue en Espagne en mai pour recueillir les déclarations de plusieurs victimes, un voyage déterminant pour soutenir la cause, a précisé à Buenos Aires Maximo Castex, avocat de victimes de crimes contre l'humanité commis durant la guerre civile puis la dictature espagnole. Sa nouvelle décision est une grande nouvelle pour les victimes, a-t-il estimé, soulignant que les revendications représentées par les victimes sont essentielles pour rendre possible les demandes d'extradition. C'est historique, a déclaré à Madrid Maria Arne Siemens, porte-parole de l'Association pour la récupération de la mémoire historique, qui lutte pour la reconnaissance des crimes du franquisme. C'est un grand jour pour nous, a-t-elle ajouté, en rappelant qu'en Espagne, après la mort de Franco, on est passé d'un jour à l'autre à la démocratie et rien n'a été épuré. Un des avocats des plaignants, Carlos Ceploy,
a pour sa part assuré que c'était la première fois que des milices franquistes étaient poursuivis au nom de principes de la justice universelle. Dans cette affaire, quelques 4500 victimes ont été recensées et il y a plus de 300 plaignants dans 60 organisations des droits de l'homme en Argentine et en Espagne, selon Maximo Castex, qui a qualifié l'année 2014 de très positive dans l'avancement de l'enquête. Malgré les demandes insistantes des Nations Unies, l'Espagne a jusqu'à présent toujours refusé d'enquêter sur le sort de milliers de disparus de la guerre civile et de la dictature, invoquant la loi d'amnistie. Et elle ne semble pas prête à ce que d'autres pays le fassent pour elle. Lors de son enquête, la magistrate argentine avait ainsi demandé en novembre dernier l'extradition de 2 anciens policiers du régime franquiste accusés de torture. En vain, la justice espagnole avait répondu que les crimes imputés ne constituaient pas des crimes contre l'humanité et étaient donc prescrits. Les associations de victimes calculent que pendant ces 2 périodes, plus de 110 000 disparitions forcées se sont produites et jusqu'à 300 000 bébés ont été volés. Argentine toujours. L'Argentine en route vers la souveraineté satellitaire. Le lancement d'Arsat 1 a mis l'Argentine sur la voie de la souveraineté satellitaire et offre l'occasion à l'Amérique latine de profiter des avantages de ce succès scientifique et technologique. Nous construisons un grand pays satellitaire. La souveraineté satellitaire est un fondement essentiel, un outil pour l'indépendance technologique décidé par le président Néstor Kirchner lorsqu'il a créé la société argentine satellitale Arsat, a souligné M. Bianchi, directeur du projet Arsat. Cette décision stratégique a pour but de protéger les positions orbitales qui nous reviennent et de nous permettre d'opérer avec des satellites fabriqués en Argentine, a-t-il ajouté. Pour le secrétaire des communications, Norberto Berner, le projet Arsat est d'un intérêt important pour le pays et la région, et il l'a défini comme un événement historique qui doit être prolongé dans le temps. En termes pratiques, il s'agit d'une des réussites technologiques les plus importantes réalisées par l'Argentine ces derniers temps, et qui lui permet de faire partie du groupe des 7 pays qui, en dehors de l'Union européenne, fabriquent des satellites. 4 d'entre eux sont des pays émergents et appartiennent au groupe dynamique BRICS, Russie, Chine, Inde et maintenant Argentine. Cette mise en orbite permettra au pays de ne plus avoir à louer des satellites, non seulement elle lui confère la souveraineté et fera reculer la fracture numérique, mais elle permettra aussi d'économiser les 25 millions de dollars par an de location. Par ailleurs, a souligné Bianchi, ce satellite répond à une politique d'inclusion sociale car son signal sera capté par les écoles rurales et jusque dans des endroits auparavant inaccessibles par l'intermédiaire du câble fibre optique. Ce satellite a été mis au point par le groupe Arsat, une société anonyme appartenant à l'État argentin. 98% sont gérés par le ministère de la Planification et 2% par celui de l'économie. Parmi d'autres applications, il étendra la diffusion de la télévision numérique ouverte, assurera le réseau Internet et le transfert de données et élargira le champ de téléphonie mobile. Arsat 1 a coûté 250 millions de dollars, un investissement qui sera amorti en 7 ans, ont annoncé leurs directeurs. Ainsi, l'Argentine ne perdra pas la position orbitale 81, très convoitée, car elle couvre les États-Unis jusqu'aux îles Malouines. Le Royaume-Uni espérait l'acquérir par le biais de l'Union internationale des communications. Un autre avantage, l'accès à Internet connaîtra une baisse de prix, de même que les communications par téléphonie mobile. La télévision numérique ouverte va s'étendre, ce qui pourrait aboutir à une réduction du coût des services de distribution. Dans un discours à la télévision nationale, après le lancement du satellite, la présidente Cristina Fernandez a déclaré qu'Arsat 1 bénéficiera aux entreprises publiques et également privées pour l'exportation du service. Après avoir félicité les scientifiques impliqués dans le projet, la présidente a déclaré « Au moment où les vautours aux ailes noires veulent s'emparer du présent et d'autres de l'intérieur veulent abolir nos rêves, nous leur disons que les rêves ne s'abolissent pas et que l'avenir ne s'abolit pas. » La chef de l'État a ainsi fustigé les fonds vautours qui attaquent le pays, ainsi que les dirigeants de l'opposition qui ont menacé d'abroger les lois récentes adoptées par le Congrès et promulguées par son gouvernement. Comme les ailes de l'Arsat, les ailes de l'Argentine sont déployées. Ce ne sont ni des ailes d'abolition ni de destruction, ce sont des ailes de construction, ce sont des ailes blanches du progrès de la science et de la technologie, de l'égalité, de la patrie, a souligné la présidente. Elle a annoncé que 70% de l'Arsat 2 est déjà construite, qu'il devrait être lancé l'année prochaine, ce qui permettrait aux entreprises publiques et privées d'exporter des services de communication. La présidente a aussi informé que l'Arsat 3 est déjà ébauché, ce qui va développer et optimiser toute la fibre optique déployée au cours de ces dernières années dans le pays.
ainsi se termine l'émission La vie de nos voisins, présentée par l'association Ulalché. Au micro, Sylvie. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. À bientôt.